Bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de la frise chronologique qui nous parle de la transmission des décans aux origines. Cette frise commence 2500 avant Jésus-Christ avec l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, puis on arrive jusqu'à aujourd'hui avec l'héritage moderne du tarot et de nouvelles sources astrologiques. Donc vous allez voir, c'est passionnant si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'ésotérisme, si vous aimez découvrir des savoirs cachés. Cette vidéo est faite pour vous et vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas je l'espère, que mon livre Les Décans révélés est sorti ce 15 octobre. C'est un livre qui vous parle des 3 facettes de chaque signe, des mythes qui leur sont affiliés, des images en l'occurrence magiques et archétypales qui leur sont affiliées, et puis également la mission attribuée à chaque décan, le caractère révélé par chaque décan, tout comme la carte du tarot qui ressort aussi pour chaque décan. Donc c'est vraiment la convergence de différents héritages à la fois spirituels mais aussi ésotériques. Donc vous allez voir, c'est passionnant de voir les sources, et ça je vais vous en parler dans cette vidéo, qui ont nourri les décans, qui sont profondément légitimes dans leurs héritages respectifs, qu'ils soient chrétiens, liés au judaïsme ou liés à l'islam. C'est des sources qui font la différence et qui ont contribué à nourrir la vision que nous avons aujourd'hui des décans et que je vous retransmets dans les décans révélés. Tu peux évidemment te procurer le livre dans n'importe quelle librairie ou autre grand centre commercial. Tu peux aussi le commander en ligne, Les Décans révélés, qui va te permettre d'aller plus loin, mieux comprendre ton signe, mieux comprendre aussi les images archétypales du tarot et nourrir, je l'espère, une nouvelle vision de ces pratiques symboliques et intuitives. Le lien est sous cette vidéo. C'est durant l'Égypte ancienne que nous commençons notre frise chronologique, environ 2300 à 2500 avant Jésus-Christ, jusqu'à 300 avant Jésus-Christ. Et oui, l'Égypte est au fondement des décans. Les décans sont, on va dire, la partie intégrante du calendrier égyptien. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Au départ, les décans ne sont pas une subdivision astrologique, parce que le principe astrologique tel qu'on le connaît va naître plus tard. Les décans, c'est plutôt des groupements d'étoiles qu'on va appeler des astérismes et qui vont être mouvantes. Donc on a des étoiles fixes, mais on a aussi des étoiles mouvantes, qui ne sont pas, entre guillemets, les planètes de notre système. Elles apparaissent et elles vont aussi disparaître ensuite pendant 70 jours avant de renaître. Donc on a un cycle très particulier et ce rythme-là, il va nourrir le grand mythe d'Osiris et d'Isis. Donc il faut savoir que Orion incarne Osiris et Sirius va incarner Isis. La particularité de Sirius, même aujourd'hui encore, c'est que c'est l'étoile la plus brillante dans le ciel. Donc le lever héliaque de Sirius, c'est-à-dire que quand Sirius se levait à l'est, il le faisait, on va dire, après avoir disparu pendant 70 jours, il allait se lever à l'est qu'une seule fois dans l'année. Et à ce moment-là, c'était, durant cette période, le solstice d'été. Et cela marquait chaque année la crue du Nil. C'était un événement fondateur qui donnait naissance à l'année égyptienne et au calendrier, en l'occurrence égyptien. Donc les décans, ils allaient diviser finalement l'année en 36 périodes de 10 jours. Donc les Égyptiens venaient catégoriser des périodes de 10 jours sur 36 périodes et rythmaient ainsi aussi les heures de la nuit. Donc c'était aussi une horloge stellaire, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, en fonction du déplacement en fait des étoiles mouvantes, définir quelle heure il pouvait être en regardant la voûte céleste nocturne. Les Égyptiens, ils n'allaient pas conceptualiser les décans comme nous le faisons aujourd'hui. Ça n'avait pas la même fonction. Les décans, ils étaient utilisés essentiellement dans l'univers du monde funéraire. Et ils étaient vus comme des génies protecteurs. Donc, chaque décan était associé à une divinité spécifique, avec des fonctions, avec des thématiques, avec des enjeux représentés par cette divinité et le décan associé. Et
ces décans, ils étaient souvent inscrits sur les tombeaux parce qu'ils étaient en l'occurrence un peu les maîtres du temps, donc ils étaient associés à cette horloge stellaire, mais ils étaient aussi associés au monde des morts, vu qu'ils disparaissaient pendant 70 jours et ensuite renaissaient de façon cyclique, ils étaient quelque part les médiateurs entre le monde des vivants et des morts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on voit quand même qu'il y a ce lien entre les décans et entre les deux mondes, le monde matériel, enfin tangible, et le monde, on va dire, spirituel, intangible, voilà, et impalpable, défini par l'inconnu, défini par la mort. Donc, on voit qu'il y a une espèce de mystique liée aux décans très particulière, et ils étaient donc toujours utilisés pour leur fonction magique, gravés sur des amulettes, invoqués dans les rituels funéraires, gravés dans les tombeaux. Voilà, la fonction des décans était celle-ci. Néanmoins, il y a très peu d'informations sur quelles étoiles étaient affiliées aux décans. Ça, on n'a toujours pas trouvé. Les égyptologues, les chercheurs ne savent pas exactement quelles étoiles étaient affiliées au décan. Voilà, donc ça, à ce niveau-là, on n'a pas d'informations sur ce sujet-là. Il y a énormément de zones d'ombre aussi sur les divinités associées au décan. Donc ça aussi, on a peut-être certaines informations, mais ça reste extrêmement partiel et ça reste surtout incertain. Il n'y a aucune source vraiment profondément concrète qui peuvent donner toute l'étymologie, j'ai envie de dire, magique associée à chaque décan et les mythes, on va dire, étayés associés à chaque décan. Peut-être qu'on trouvera des sources plus tard liées à ça, mais à l'heure actuelle, c'est encore de grosses zones de mystère. Donc on sait comment ils utilisaient les décans, quelles étaient leurs fonctions, mais on va dire le sens symbolique, spirituel, rituel et funéraire de chaque décan reste encore assez obscur. Ensuite, on rentre à la période hellénistique. Alors, la période hellénistique, elle va se situer environ 323 avant Jésus-Christ à 200 après Jésus-Christ. Et elle est spécifique, en fait, à la conquête d'Alexandre le Grand, qui change, en fait, la face du monde et la transmission aussi culturelle. Donc Alexandre le Grand, il va valoriser en fait un syncrétisme. C'est un personnage qui est très intéressant, je ne vais pas trop m'étendre, mais la particularité d'Alexandre le Grand, c'est qu'il a conquis, on va dire globalement, le bassin méditerranéen et plus. Et en fait, il va respecter les cultures de chaque pays qu'il va coloniser, qu'il va conquérir. Donc, quand il va aller en Égypte, il va devenir pharaon et il s'habillera en pharaon, il se comportera en pharaon, il viendra honorer les rites égyptiens. Donc, il fera ça, et ça va aider un syncrétisme, voilà, culturel qui va s'opérer durant cette période. Donc, les Babyloniens, ils vont apporter, comme je l'ai dit, les 12 signes du zodiaque, les Égyptiens vont apporter les 36 décans, et les Grecs, ils vont apporter leur figure archétypale, Vénus, Mars, qu'ils vont placer sur les corps célestes. Donc, on a aussi toute cette mythologie grecque qui va s'intégrer dans voilà ces signes babyloniens et ces 36 décans égyptiens. Donc, les décans, ils vont devenir cette sous-division zodiacale, planétaire, et qui va ensuite être attribuée à l'ordre chaldéen. Donc ça, j'en parle dans le livre. C'est une façon d'attribuer, on va dire, les corps célestes à différents décans, mais je vais pas pouvoir m'étendre là-dessus. En tout cas, c'est bon d'être nommé. Et à cette époque, on a aussi, durant l'ère hellénistique, la pensée hermétique qui va fortement se développer. Et les décans, ils vont devenir aussi associés à certaines parties du corps. Donc, il y a la doctrine de la mélothésie. Alors, ça, je l'aborde à certains endroits dans le livre, mais de façon extrêmement succincte. Mais en gros, la mélothésie, ça soutient l'idée de la monade, c'est-à-dire que l'homme est à l'image du cosmos et le cosmos vit en l'homme. Les décans, ils vont être affiliés à cette idée-là et ils vont avoir, et ça, ça apparaît dans plusieurs sources, une fonction donc magique, mais une fonction aussi d'ordre de la guérison, c'est-à-dire que les décans vont aussi, les signes astrologiques accessoirement sont affiliés à certaines parties du corps, mais les décans vont presque servir de remède. Voilà, ils vont servir de diagnostic aussi. Comme vous le voyez, c'est 300 avant Jésus-Christ, 200 après Jésus-Christ. Donc, en tout cas, ils avaient cet usage-là et c'est quand même important à nommer. Là, en fait, ces savoirs spécifiques vont voyager jusqu'en Inde. D'ailleurs, l'Inde va se focaliser sur l'astrologie, en l'occurrence sidérase, céleste. On a l'astrologue Varahamihira qui va, avec son livre Le
Yavana Jataka, conceptualiser les triplicités, ça je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, donc je vous invite à la regarder, et on va dire, apporter sa pierre à l'édifice dans l'interprétation des décans, en créant, voilà, un déploiement du zodiaque dans les décans. Je vais pas me répandre là-dessus, car j'ai une vidéo spécifique qui vous donne des informations déjà très intéressantes, donc je vous invite à la regarder. Ensuite, on poursuit notre exploration des décans durant l'ère médiévale, environ du 7e siècle au 13e siècle, et c'est une période qui est très importante parce que les décans vont poursuivre leur voyage et être nourris de plusieurs héritages, à la fois le monde islamique, qui va s'accaparer les décans, chrétiens, mais aussi juifs. Et c'est une période où, d'un coup, les décans vont ne plus être cantonnés finalement à ce monde astrologique et aux astrologues et à cet héritage égyptien, mais qui vont être un outil d'exploration, un outil spirituel pour ces différentes traditions religieuses. Donc c'est là où ça devient très intéressant. En fait, d'abord, on a à Byzance, Saint Côme de Mayuma, qui fait partie de l'Église orientale, environ au 8e siècle. Alors, il est évêque et il est aussi poète liturgique, donc d'ailleurs, il est hymnographe, donc on voit que ses hymnes sont toujours chantés aujourd'hui, hein. C'est vraiment une grande figure religieuse, hein. C'est un saint, évidemment. Mais c'était aussi un médecin, c'était aussi un guérisseur. Il œuvrait beaucoup pour réparer, pour aider sa communauté, etc. Les décans, ici, vont être vus sous le prisme chrétien. Voilà, ils vont être associés aussi à une grande figure sainte de la chrétienté. Donc, il y a cette connexion avec Saint Côme de Mayuma. Alors, on n'a pas tous les tenants. Encore une fois, il y a beaucoup de mystères parce que on a, entre guillemets, une liste qui nous vient, qui a été préservée par Saint Côme de Mayuma, mais on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il a pu l'utiliser ou pourquoi est-ce qu'il l'avait entre ses mains ou pourquoi elle fait partie des choses qui ont été transmises par Saint Côme de Mayuma. Moi, personnellement, vu son héritage lié à la médecine, je considère qu'il y a un lien lié à la guérison propre des camps. Ça, c'est mon interprétation, qu'on soit clair. Pour moi, il y a une connexion entre sa démarche de médecin et les décans. Et je pense qu'il est allé chercher. Il y avait beaucoup moins, en fait, à l'époque, de clivage, en fait, entre le monde spirituel et les affaires du monde terrestre. Donc, on voit qu'il y a eu peut-être une vocation chez lui d'aller chercher ce qui pouvait être dit sur le plan médicinal lié au décan. Puis ensuite, au Xe siècle, on a le Picatrix. Alors, le Picatrix, c'est un livre de magie qui nous vient d'un érudit musulman nommé Massalama al-Kouroubi, qui aurait écrit en fait le Picatrix au Xe siècle. Il y a eu beaucoup de spéculations sur qui aurait écrit le Picatrix. Donc c'est vraiment un ouvrage de magie talismanique. La vocation de la magie talismanique, c'est de créer donc des amulettes, des objets qui viendraient posséder un pouvoir, alors un pouvoir de protection ou les pouvoirs qu'on cherche à donner en fait à l'objet spécifique, tout comme des rituels magiques, etc. Et il faut savoir que les décans, ils ont une fonction magique. Voilà. Depuis l'Égypte ancienne, ils ont une fonction magique. Donc en général, les propriétés des décans vont être utilisées pour créer des objets qui vont représenter ce qu'on cherche à faire. Dans ce livre, qui est quand même très élaboré sur ces pratiques-là, les décans jouent un rôle central et donc il va aussi donner sa propre interprétation des décans. Ensuite, on a une troisième source durant cette transmission médiévale, c'est Abraham ibn Ezra. Donc là, c'est au XIIe siècle. C'est un rabbin, c'est un poète, c'est aussi un astrologue qui va écrire des traités où il associe donc les décans, l'astrologie, à sa lecture biblique. Donc, il faut savoir que Abraham ibn Ezra, c'est une grande figure du judaïsme. Il est venu vraiment révolutionner aussi la lecture des textes bibliques. Il est toujours largement étudié. C'est toujours une des sources les plus fiables, les plus importantes du judaïsme. Et c'est vrai que c'est une figure hyper importante, mais c'est aussi un astrologue. Et en l'occurrence, il a donné de nombreuses interprétations des décans qui sont citées dans mon livre Les décans révélés. Et en fait, on voit que il y a quand même une transition durant l'ère médiévale où les décans vont devenir des images un peu universelles, en fait. Les décans vont voyager partout. Il y aura une interprétation dans le monde islamique. Il y aura une interprétation, voilà, dans l'Église chrétienne, et on aura des interprétations liées au judaïsme. Donc, on voit que là, d'un coup, il y a une porosité, hein, et il y a vraiment une réceptivité aussi du principe des décans qui va s'extraire même de... Alors, il y a de l'astrologie qui rentre en ligne de compte, mais
on voit aussi que ça peut dépasser et que l'héritage des décans va au-delà, en fait, même de juste la lecture du thème astral. Ça va beaucoup plus loin. Alors pour la Renaissance, ça se passe du XVe siècle au XVIIe siècle. Voilà, on est sur une période qui est extrêmement riche parce qu'on a un nouveau souffle en fait qui va s'ouvrir durant cette période. Donc là, les décans, ils deviennent des images de conscience. Donc là, encore une fois, c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. C'est quand même s'il y avait cette dimension de gagner en densité au fur et à mesure des époques. Cornelius Agrippa donc, va écrire De Occulta Philosophia, qui est aussi une grande source dans le livre Les Décans révélés, qui va associer les décans à la magie hermétique et kabbalistique. Donc là, on a encore cette notion, voilà, hermétique, kabbalistique, ça nous vient du judaïsme. On continue en fait avec ce syncrétisme. Il est là de 1486 à 1535. Et puis ensuite, on a Giordano Bruno, qui est pour moi une des sources les plus importantes du livre. Alors je le cite pas forcément partout, mais je me suis appuyée sur sa vision des décans pour écrire le livre. Voilà. Et ça, je le dis au début. C'est-à-dire que pour moi, son approche des décans, c'est celle que j'utilise. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai pas fait un livre sur la pratique magique parce qu'en fait, je ne fais pas de magie. Donc, je ne vais pas écrire un livre là-dessus. Mais c'est sur sa perception des décans que je me suis appuyée. Alors, quelle est-elle? En fait, Giordano Bruno, il est là de 1548 à 1600. C'est un philosophe et un moine dominicain apostat. Donc, il était au départ dans les ordres et puis ensuite, il en a été exclu. Et il va utiliser les décans comme des images de mémoire et d'imaginaire. Et il va écrire un livre qui s'appelle Die Umbris Idearum. Il renie absolument pas l'héritage magique des décans, mais c'est plutôt une magie naturelle et immanente. Ça veut dire que c'est une caractérisation où les décans vont être des archétypes de notre nature humaine, de la nature, de notre environnement infini et qui vit en chacun de nous. Des archétypes, c'est des histoires, c'est des récits, c'est des mythes qui font partie de notre mémoire collective. Encore une fois, des images transformatrices qui vont être activatrices, voilà, de notre mémoire symbolique, et qui vont avoir un pouvoir de transformation, qui vont avoir un pouvoir de mutation en nous. Une forme d'enseignement spirituel, moral. Ils viennent nous donner des clés de compréhension de notre monde et de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être développé plus par Giordano Bruno. Ce livre est, pour moi, c'est un hommage, on va dire, à Giordano Bruno parce que il appelle les décans les images guides. Voilà. Et dans le livre, je nomme comme ça images guides, en parlant des mythes et des récits des décans. Donc, vraiment, pour moi, la façon la plus juste de voir les décans, c'est des récits qui activent notre mémoire, notre imaginaire et nos ressentis et qui nous aident à avancer. Alors, autre phénomène, je pense, qui est suffisamment important à souligner, c'est que c'est durant la Renaissance que émerge le tarot Visconti Sforza, donc en 1456 à Milan, et on a aussi le Solabusca qui va émerger quelques années plus tard en 1491, et c'est le premier d'ailleurs tarot où les arcanes mineures sont illustrés, donc et d'ailleurs qui va servir aussi d'inspiration après pour le Rider-Waite-Smith, pour le tarot moderne, mais le tarot en fait il va naître dans ce climat, voilà, dans ce climat de la Renaissance, avec ce savoir hermétique et ce monde où les images symboliques sont des clés de conscience et de transformation. Donc c'est là où finalement on a des ouvrages par Giordano Bruno, on a Agrippa à l'époque, on a Kircher, etc. Et on a d'un coup des images qui prennent, on va dire, une puissance et une force, et on a ces premiers jeux divinatoires qui émergent et qui sont des images qui viennent impacter notre rétine pour nous aider à accéder à des savoirs différents et à se lire différemment. Donc vous voyez le mécanisme, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre quand en fait les images, alors on le sait parce qu'il y a les arts, parce que il y a les images liturgiques, parce que il y a voilà, mais on peut utiliser des images pour aller accéder à d'autres informations en nous, temporelles, chez l'autre, etc. Ensuite, on a l'époque moderne, donc du XVIIIe siècle au XIXe siècle. Alors là, c'est une nouvelle vague, encore une fois, hein, c'est une nouvelle vague d'interprétation qui va surgir. En 1888, on a le gros tournant lié à la cartomancie, c'est la Golden Dawn qui émerge. C'est un ordre, en fait, initiatique magique, toujours cet héritage magique, héritier de la franc-maçonnerie, et qui va développer une synthèse de la Kabbale, de l'hermétisme, de l'alchimie et de l'astrologie.
Donc là, alors là, c'est, on va dire, leur objectif en tant qu'association, hein, qu'alliance. Mais on a Arthur Edward Waite qui va demander à l'illustratrice Pamela Coleman Smith de créer un nouveau tarot. Et donc pour ça, il va donner des indications symboliques et lui, donc il a toutes ses sources magiques, astrologiques, décaniques. Il va lui donner des informations et elle va aussi, évidemment, donner sa patte, proposer ses interprétations, parler de son histoire aussi, elle-même, dans le tarot, et donner une vision aussi, qui est la sienne. Donc on voit que c'est vraiment une rencontre un peu fusionnelle, et une créativité débordante, mais qui se nourrit dans le tarot pour créer ce tarot du Rider-Waite-Smith. Alors la particularité du tarot, pour ceux et celles qui ne savent pas ce tarot-là, c'est que le tarot initial de Marseille, le tarot, on va dire, le plus connu, on n'a que les majeurs qui sont illustrés, et les mineurs, c'est des séries, voilà, de bâtons, coupes, épées, etc. Quand Arthur Edward Waite dit à Pamela Coleman Smith, je voudrais que tu l'illustres, c'est je voudrais que tu illustres les 36 mineurs du tarot, que tu viennes les illustrer, chose qui n'a jamais été fait. Donc ils vont regarder, en l'occurrence, ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire le Solabusca, le tarot Visconti Sforza, et ils vont faire des clins d'œil à ces tarots initiaux qui ont illustré d'ailleurs certaines cartes en dehors des majeurs. Et en plus, ils vont finir, entre guillemets, ce travail de recherche en allant plus loin et en se nourrissant de l'héritage décanique. On avait au départ qu'une partie des cartes partiellement illustrées, et ensuite, toutes les mineurs sont devenues illustrées, ce qui a permis, encore une fois, à créer des images fortes, des images puissantes, qui pouvaient parler de façon beaucoup plus directe et imprégner en fait les personnes qui le lisaient de façon beaucoup plus, je dirais, tonique intuitivement, et voilà, apporter beaucoup de de facilité, je pense. Ça a permis aussi au tarot de voyager beaucoup plus loin, de se démocratiser aussi beaucoup plus grâce à l'illustration et à ces images qui ont été ajoutées au tarot traditionnel. Cette époque moderne, elle va vraiment aider à cette union aussi entre l'astrologie et le tarot. Et les décans vont finalement être diffusés à travers ce tarot qu'on appelle le Rider-Waite-Smith. Et puis, on arrive à la Renaissance contemporaine du XXe siècle au XXIe siècle. Alors, les décans renaissent encore aujourd'hui. Ça a commencé en 1993 avec le projet Insight, parce que on a Robert Hand, on a Robert Schmidt, on a aussi Demetra George, Benjamin Dykes, qui sont des astrologues américains de renommée internationale extrêmement connus, qui ont créé ce projet-là visant à, on va dire, déterrer des textes anciens et à les traduire. Donc en fait, leur but a été de traduire énormément de textes en grec, en latin, en hébreu, enfin voilà, et retrouver en fait les pratiques astrologiques originelles et comprendre d'où vient l'astrologie, pourquoi. Et avant, on avait très très peu d'informations, et maintenant, on sait tellement plus de choses, parce que on utilise des techniques qui, à 10, 20 ans, nous étaient inconnues. Voilà. Moi, je fais partie de cette mouvance-là. La part de fortune, par exemple, il y avait très peu d'informations dessus. Maintenant, on en sait énormément. Et moi, je sais, j'ai une formation sur le sujet, j'ai enseigné sur le sujet, et je vise aussi en France à rétablir aussi, à aider à l'usage, on va dire, de piliers fondateurs de l'astrologie qui ont été oubliés. Et typiquement, je l'ai fait avec la part de fortune. Là, je le fais avec les décans. C'est, disons, une démarche similaire. Donc, comment est-ce qu'on revient aux fondations? Comment on revient aux sources, en fait, de l'astrologie? Comment est-ce qu'on comprend d'où elle vient? Voilà. Et donc, le projet Insight a participé à ce renouveau. Et on voit que ça perdure encore aujourd'hui, et qu'il y a une nouvelle génération d'astrologues, dont je fais partie, à laquelle je m'affilie, qui honore la tradition astrologique, qui redore aussi un peu le blason de l'astrologie, permet en fait de comprendre qu'on a un héritage qui est solide, qui est sourcé, qui dure en fait depuis des milliers d'années, et qui est important, même sur le plan culturel. En 2014, on a Austin Coppock qui publie 36 Faces, qui est un livre donc qui, on peut le traduire par les 36 figures ou les 36 faces, ce qui est un terme qui parle des décans, parce que on considère que les décans sont des masques, sont des faces, sont des visages. Donc les 36 visages des signes astrologiques, en l'occurrence, un livre en fait qui va redonner aux décans leur rôle d'image magique archétypale. Donc ce livre, par contre, il est centré sur la magie, qui est un héritage, on va dire,
cohérent avec les décans. Mais moi, je prends pas du tout cette dimension magique. Je prends cette dimension plutôt d'image de mémoire, d'image mémorielle, d'image transformatrice et d'impact en fait dans la lecture au natal. Moi, je le lis vraiment au natal, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'avoir telle planète dans tel décan, qu'est-ce que ça raconte de nous, quelle tendance ça nous donne, quelle facette en fait du signe ça nous apporte. Et je le relis au tarot. Voilà, chose qu'Austin Coppock ne fait pas dans son livre. Il ne donne pas en fait les cartes mineures dans son livre. Il donne vraiment que ces indications magiques de dire si Mars est dans tel décan, ça veut dire que c'est bien pour faire tel objet magique ou telle dimension, etc., etc. Donc lui, il va vraiment utiliser les décans dans leur héritage, qui est un héritage fondateur magique. C'est lui en 2014 qui a permis déjà à la réémergence des décans et a aussi pavé en fait la voie pour moi par exemple d'écrire ce livre sur les décans, mais moi en donnant on va dire aussi le fruit de mes propres recherches parce que j'ai fait beaucoup de recherches supplémentaires parce que son livre on va dire aborde, c'est ce que je disais au début, un certain angle de vue que moi j'aborde un autre angle de vue, donc j'avais besoin d'autres dimensions. Donc globalement aujourd'hui les décans ils sont compris comme des archétypes d'imaginaire et de mémoire collective et individuelle. Et pour les intuitifs et les praticiens, ils vont élargir notre palette symbolique pour lire, pour guider et pour accompagner et surtout interpréter. Ça va nous aider à densifier. C'est-à-dire, on n'est plus seulement cancer, on est cancer du deuxième décan. On est un super communicant. On est une personne qui aime aller au front pour défendre des idées, pour aussi mettre en valeur des thématiques oubliées. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus seulement lion, on est lion du premier décan. Etc., etc. Et là, ça raconte en fait un narratif qui est beaucoup plus pointu, qui apporte beaucoup plus de granularité et qui nous remet aussi à des sources spécifiques, plus denses et plus importantes. En somme, les décans, c'est pas seulement une sous-division zodiacale ou un sujet entre guillemets de seconde zone comme il a été placé aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc aujourd'hui, c'est des outils de l'imaginaire et de l'intuition. Et pour les intuitifs, ou pour les personnes qui s'essaient à la lecture de thèmes ou à la lecture du tarot, ça va être vraiment extraordinaire. C'est comme si on ajoutait tellement de gammes de couleurs supplémentaires pour gagner en densité, et puis aussi pour aller mieux se comprendre soi-même quand on lit notre thème, ou aussi gagner, je pense, en nuance quand on lit le tarot. Parce que quand on lit le tarot, on a des visions aussi extrêmement préconçues et je pense d'un coup on aborde une autre vision sur la lecture du tarot, sur certaines cartes, et on comprend aussi que on regarde cette image peut-être avec une autre approche liée au décan. C'est l'occasion pour moi de te dire que ma formation Le Fil d'Or sort le 20 octobre. C'est une formation qui vient te donner les sources ancestrales des décans sur le plan astrologique pour t'aider à mieux comprendre la sagesse du tarot. Donc on voit que c'est vraiment une formation qui donne cet éventail global autour de ces héritages intuitifs et qui permet en fait enfin peut-être de les relier avec beaucoup plus de profondeur parce qu'on connaît en fait encore une fois les majeurs, les cartes majeures, les planètes auxquelles elles sont affiliées ou les signes auxquels elles sont affiliées. Avec les décans, on passe sur une autre dimension, on est dans cette interconnexion entre astrologie et tarot, et puis ça permet aux astrologues de mieux comprendre le tarot et peut-être pourquoi pas de l'utiliser ou de se servir aussi du tarot pour mieux interpréter un thème, et vice versa aussi aux cartomanciens de gagner une toute autre visibilité sur leur pratique de cartomancie liée à l'astrologie, et comprendre aussi mieux l'astrologie grâce à leur connaissance préalable du tarot. Donc c'est vraiment un endroit en fait de convergence. C'est exactement ce que j'ai voulu pour le livre, c'est aussi ce que j'ai voulu pour cette formation, sachant que j'ai enlevé la moitié du livre que j'ai initialement créé dans les décans révélés. Alors c'est un livre qui est absolument incroyable, mais c'est là une formation qui est vraiment dédiée aux amateurs déjà bien expérimentés d'astrologie ou de tarot qui veulent gagner en densité dans leurs connaissances, et j'ai enlevé finalement les choses qui étaient trop pointues, peut-être trop denses pour un public, on va dire, en découverte, en initiation, et je l'ai mis dans cette formation. Donc on va aller profondément sur des sujets, et puis on va aller voir aussi les décans beaucoup plus dans toutes leurs aspérités. Donc j'ai hâte de te retrouver si ça peut t'intéresser cette formation, et je vais t'accompagner sur de longs mois, voilà, autour de la formation Le Fil d'Or.
Le lien est en bio si tu cherches à découvrir un peu plus sur cet accompagnement. En attendant, les décans révélés est disponible partout, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Je t'invite à te le procurer. C'est un livre, je pense, qui va t'ouvrir à une autre vision, qui va t'aider à mieux comprendre la richesse de l'astrologie, la richesse du tarot. Je recommande d'ailleurs d'acheter le livre pour faire ma formation du fil d'or. Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive, le livre est absolument incontournable pour faire cette formation le fil d'or. Donc c'est vraiment la première étape parce que je donne déjà énormément d'informations dans ce livre qu'on va aller approfondir ensuite par la suite dans la formation le fil d'or. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, je répondrai, Pauline répondra aussi. J'ai hâte d'avoir votre avis sur le livre si tu te l'es déjà aussi procuré. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la booster, à en parler autour de toi ou à la transmettre aux personnes que ça pourrait intéresser. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye.